Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière sur laquelle je vais répondre à vos questions, celles que vous m'avez posées dans les commentaires de mes précédentes vidéos. Et pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que ça y est, on a dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés sur cette chaîne. Un grand merci à vous. Bon, même si entre nous, on va pas se cacher, il y a quand même pas loin de 80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous. C'est parti, on attaque avec la première question. Quelle raquette tu utilises? Le modèle, les dimensions, le poids et pourquoi? En ce moment, j'utilise la Babolat Pure Strike 100 de 300 grammes non cordé avec un équilibre neutre, un plan de cordage classique pour les raquettes amateurs de 16 montants pour 19 travers, une raquette orientée contrôle. J'ai choisi celle-là parce que c'est une raquette avec laquelle je me sens super bien. Je l'ai testée quelques heures avant de l'acheter et honnêtement, ça a tout de suite fait le taf. Ce qui m'a convaincu, c'est la polyvalence et le contrôle qu'elle apporte et elle est bien plus tolérante au décentrage que les Wilson par exemple. Si vous avez déjà vu mes vidéos de match, vous commencez à cerner mon jeu. J'ai pas un jeu à rester en fond de cours, à jouer très fort avec beaucoup d'effets, je vais plutôt vers l'avant et j'essaie de poser la balle là où ça m'arrange. C'est pour cette raison que j'ai pas besoin d'une raquette orientée puissance comme les Babolat Drive ou prise d'effet comme les Babolat Aero. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir Babolat comme référence. Ça marche pareil avec les autres marques, c'est juste que je connais pas tous les noms de tous les modèles. Est-ce que tu en as testé d'autres? Quand j'ai repris le tennis, je jouais toujours avec ma Babolat Drive de 255 grammes, une raquette d'ado. J'ai voulu monter en poids avec assez peu de budget. Alors j'ai essayé la TR 900 de chez Artengo, une raquette à 285 grammes, et j'en étais super content en fait. Le rapport qualité-prix de Decathlon a quand même sacrément progressé récemment. Et je dis pas ça à cause du partenariat qu'ils ont fait avec mon fils. Leurs raquettes sont toujours très peu chères, j'avais payé la mienne 80 € et je crois bien que le prix n'a pas bougé, et pour une grande qualité. C'est quand même la première fois que je pouvais me payer 2 fois la même raquette à mettre dans mon sac, avec le même cordage. Et ça fait une sacrée différence en match. Alors pourquoi j'ai changé si elle me plaisait autant? En fait j'ai voulu continuer à monter en poids, et surtout j'avais pas besoin d'autant de puissance et prise d'effet que m'offrait cette raquette là. La TR 960 Précision ou Tour qu'utilise mon fils en ce moment n'était pas encore sortie. Du coup j'ai essayé la Babolat Pure Strike et ça a tout de suite matché. Quel cordage, quelle tension et pourquoi? Je me suis intéressé assez récemment au cordage et depuis que je me suis penché dessus, je joue avec un Black Code de Technifibre en jauge 1,24. La jauge, c'est l'épaisseur du cordage. Plus vous allez avoir une jauge élevée, plus votre cordage va être résistant, mais plus vous allez perdre en confort. Je l'apprécie surtout pour l'accroche qu'il a sur la balle. En match, j'utilise suffisamment d'effets pour avoir besoin d'un peu d'accroche, mais pas assez pour avoir une raquette orientée prise d'effet. Le problème, c'est que je cassais assez souvent, un peu plus d'une fois par mois. Du coup, j'ai voulu augmenter la jauge et passer sur 1 mm 30. Tout se passe bien, mais 1 an et demi plus tard, je développe ma tendinite au coude et du coup, je dois changer de cordage pour gagner un peu en confort quand même. J'ai essayé plusieurs cordages hybrides et j'en ai jamais été satisfait parce que pour moi, tout cassait vraiment très vite. Et pourtant, j'ai essayé plusieurs cordages multifilaments, plus ou moins résistants, plus ou moins confort. J'ai essayé de les mettre sur les montants, sur les travers. Rien n'y fait, je casse en moins de 10 heures de jeu. Maintenant que ma tendinite s'est résorbée, je suis repassé sur le Black Code en jauge 1,24 et je verrai si je casse toujours autant. Pour la tension, je tends à 23 kg, mais il n'y a rien d'exceptionnel. La tension moyenne est plutôt à autour de 24 chez les amateurs. Et pour info, je me suis équipé d'une machine à corder cet été, donc maintenant je corde mes raquettes tout seul. Ça fait un investissement de départ, c'est sûr, mais au final, je pense que ça sera largement rentable et puis surtout, je ne suis pas dépendant d'un magasin. Parce que Decathlon va corder des raquettes, oui, mais une semaine, il sera capable de le corder en 3 jours et la semaine suivante, il ne pourra pas vous le faire avant une semaine. Au final, ça m'enlève un sacré poids des épaules. Depuis quand tu joues au tennis? J'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans et en fait, c'est le sport qui m'a suivi toute mon enfance. À l'adolescence, je l'ai associé à d'autres sports. J'ai notamment fait 2 ans de badminton et 2 ans de handball au lycée. Après le lycée, j'ai dû arrêter pour mes études et pour mes premiers boulots. C'était pas simple de prendre des cours et c'est encore moins simple avec des horaires de saisonnier. À 23 ans, j'arrête les saisons et je reprends une licence jusqu'à aujourd'hui. J'en ai bientôt 29. Après, pour la petite histoire, mon père est président d'un petit club et mon frère est en train de devenir prof diplômé d'État. Autant dire que dans la famille, le tennis, c'est une grande histoire d'amour. Quel est ton avis sur les cours individuels et est-ce que tu en prends? Pour moi, les cours indiv, c'est le meilleur moyen de corriger un problème technique que vous pouvez avoir. Si vous avez les moyens, l'idéal, je dirais que ça serait de faire une séance par mois. De cette manière, vous avez l'équivalent d'un coach personnel qui va suivre votre progression. Vous pouvez lui faire les retours de vos matchs et mettre en place ensemble un plan d'entraînement. Attention cependant, si vous prenez que des cours individuels, selon moi, vous allez vous priver de ce que peut vous apporter un club. Certes, vous allez progresser plus rapidement, mais vous allez perdre tout le côté convivial des groupes d'entraînement. Et ça, c'est l'avis de quelqu'un qui ne prend pas de cours individuels. J'en ai jamais pris parce que pour le moment, je complète mes cours collectifs avec des matchs d'entraînement amicaux sur lesquels je vais pas me focus sur le score, mais je vais me concentrer seulement sur les points techniques que je veux travailler. Sur ce match-là, je vais bosser ma régularité en fond de cours. Sur ce match-là, je vais bosser mon agressivité vers l'avant. Ce match-là, je vais bosser mes zones au service.
etc. Le score, c'est juste un bonus. Tu as un revers à une main, depuis quand et pourquoi ce choix? Ben voilà une bonne question. C'est un peu l'équivalent de pourquoi tu joues de la main droite? J'ai sûrement dû apprendre à faire un revers à deux mains quand j'étais gamin, mais honnêtement, je m'en souviens pas. J'ai l'impression d'avoir toujours fait un revers à une main. Donc à la question pourquoi j'ai un revers à une main, bah, ma réponse va être un peu biaisée puisque j'ai pas fait de revers à deux mains depuis... Le revers à une main, il m'offre plus d'allonge pour aller chercher des angles intéressants comme une cour croisée. J'ai plus de liberté au niveau du poignet et ça me permet également de varier plus facilement les effets. J'ai pas de difficulté particulière pour passer du lift au slice puisque tout se fait avec une seule main. Pour trancher entre un revers à une ou deux mains, je vous conseille cette excellente vidéo de Grégoire et Vincent sur le sujet. Comment tu soignes ton tennis elbow? Petit récap rapide pour ceux qui découvrent la chaîne. Fin août, à la fin d'un match, j'ai eu une tendinite qui se déclenche au niveau du coude. Une épicondylite. Une inflammation du tendon qui m'envoie une sacrée décharge à chaque fois que je tape un revers. Sauf qu'au lieu de m'arrêter de suite après le match, je m'étais inscrit dans 2 autres tournois sur lesquels j'ai passé 2 tours à chaque fois. Donc la situation s'est pas améliorée. J'ai arrêté le tennis pendant tout le mois de septembre pour mettre le coude au repos. Au bout d'un mois, la douleur s'était atténuée, donc j'ai repris les entraînements mais à intensité très faible et je faisais des revers à deux mains pour soulager mon bras. Ouais, les revers à deux mains, ils étaient pas beaux à voir non plus. J'ai couplé la reprise des entraînements avec des séances de kiné 2 fois par semaine. Les séances étaient basées sur beaucoup de massages et des exercices de renforcement. Comment je le soignerai aujourd'hui? Glaçage immédiat et repos forcé de suite après le début de l'inflammation. Après 2 semaines de repos, je dirais renforcement doux avec des petits exercices et du massage. Attention, si jamais vous avez une inflammation du tendon qui se déclenche, surtout ne laissez pas traîner. Ce genre de problème, ça peut durer pendant des années si c'est pas correctement traité. Je vous conseille donc fortement d'aller voir votre médecin traitant et ou un kiné pour avoir un avis médical. Quelle est ta stratégie d'entraînement pour progresser? Alors personnellement, je fais donc un cours collectif par semaine et des matchs d'entraînement. Je vais coupler ça avec un maximum de compétitions quand je suis disponible et quand il y en a sur la région. Et je vais progresser par à-coup. En gros, je vais utiliser ce que je vois en cours collectif pour aller mettre ça en place en match. Et je vais utiliser mes victoires, mais surtout mes défaites des matchs pour savoir quoi travailler sur mes matchs amicaux. Attention cependant, moi je suis quelqu'un qui est très porté sur la compétition. J'adore aller jouer des matchs officiels parce que ça rajoute ce petit côté pression qu'on ne peut pas avoir vraiment dans les matchs amicaux. Par contre, si vous enchaînez 2 ou 3 défaites d'affilée, vous allez peut-être perdre en confiance. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Pour moi, il y aurait une stratégie d'entraînement idéale pour une majorité de joueurs. Vous définissez les périodes sur lesquelles vous voulez faire de la compétition, par exemple chaque vacances scolaires. Avant ça, vous travaillez dans vos cours collectifs et quelques matchs d'entraînement et vous augmentez le nombre de matchs amicaux avant les périodes de compétition pour vous mettre en confiance. Petite astuce, juste avant de commencer une compétition, je vous conseille de faire un match avec un partenaire qui a 1 ou 2 classements en dessous de vous. Le but, c'est pas de l'embêter en lui mettant 6-0, 6-0, mais c'est vous de vous mettre en confiance et de pouvoir travailler ces petites erreurs qui vous feront perdre vos moyens en match. Quel logiciel d'analyse tu utilises? Alors, j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'analyse de match. J'utilise 2 applications principales et une que j'ai laissé tomber. J'utilise tout d'abord l'appli Tennis Score Keeper. C'est avec ça que je fais les tableaux de score sur mes vidéos et ça me sort des stats basiques du genre le pourcentage de premières balles qui sont passées, le pourcentage de points gagnés sur première et deuxième balle. Bref, les stats qu'Eurosport peut montrer à la fin de chaque match, mais elles ne sont pas ultra pertinentes. Ensuite, j'ai utilisé pendant un moment Swing Vision. C'est un logiciel et une appli disponible uniquement sur les produits Apple. J'ai pas d'iPhone mais j'ai un Mac donc je l'utilise uniquement sur la version ordinateur. Au début, c'est quand même assez cool parce qu'on upload la vidéo du match et on se retrouve avec des infos du type la trajectoire de la balle, les coups joués, l'effet, la position où on est au moment de la frappe, la zone dans laquelle la balle tombe, et tout ça automatiquement. On peut se retrouver avec des cartes de chaleur de l'endroit où on a tapé un coup droit par exemple, et ça c'est plutôt pertinent. Et cette appli a un défaut majeur qui n'est pas encore réglé, c'est sa marge d'erreur. En fonction de l'angle de la caméra sur le court, le logiciel sera plus ou moins précis au niveau des lignes. C'est notamment pour ça que ce logiciel, pour le moment, il est incapable de compter le score, c'est parce qu'il ne peut pas être certain que la balle soit tombée dedans ou dehors. Et ça, c'est assez gênant de ne pas avoir de la régularité d'un match à l'autre quand on fait de la stat. Donc aujourd'hui, en plus de Tennis Score Keeper, j'utilise le travail de Fabrice Barraud dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et là, pour le coup, c'est ultra basique puisque c'est une feuille Excel. L'utilisation est super simple, mais elle demande un tout petit peu de pratique. En revoyant le match, à chaque point, je dois définir le dernier coup qui a été joué. Coup droit, revers, volée. La direction du coup, long ligne, centre, croisé, décroisé, amorti. Et la durée de l'échange, en nombre de frappes. Et enfin, si la balle est bonne ou faute.
Honnêtement, ça n'a pas grand chose de compliqué et en un set ou deux, on est capable de remplir ça très rapidement. Et les stats qui sortent sont quand même vachement plus pertinentes à mon avis. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça fait pas mal de boulot. Pour un seul match, je dois revoir le match complet, donc en moyenne 1h30, pour virer tous les temps morts et ne garder que les temps de jeu. Je le revois une deuxième fois pour enregistrer le score, puis une troisième fois pour prendre les stats au coup par coup. Et quand je veux mettre la vidéo sur YouTube, il faut en plus que je travaille l'intro et l'analyse. Du coup, vous comprenez assez facilement pourquoi je sors pas des analyses de match tous les 2 jours. Et en parlant de chaîne YouTube, dernière question. Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu avais déjà du matériel avant de te lancer? Au départ, je n'avais pas commencé Tennis Tempête sur YouTube. Je l'avais commencé sur un blog, tennistempête.fr. J'ai commencé ce blog parce que je trouvais très peu d'infos en français sur l'aspect tactique mais surtout mental sur le tennis. Pour moi, la technique elle est surreprésentée sur YouTube. Le physique est suffisamment présent même s'il n'est pas toujours pile poil orienté sur le tennis. Pour la tactique, une fois passé la théorie des angles, c'est compliqué de trouver des infos. Et pour le mental, c'est bien simple. Quand je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an, il n'y avait que la chaîne de Team Tennis et la plupart des vidéos dataient déjà d'il y a 4 ou 5 ans. Donc j'ai démarré le blog puis la chaîne YouTube pour rafraîchir tout ça et ramener un regard neuf et fun sur le sujet. En termes de matériel, j'ai commencé avec l'appareil photo de ma chérie qui avait fait un petit peu de vidéos. J'avais pas de micro, j'avais pas de lumière. Ma première vidéo date de novembre 2020 et honnêtement, j'ai honte quand je la revois. Et aujourd'hui, je me filme à la GoPro et j'ai acheté un micro-cravate tout simple pour largement augmenter la qualité de mes vidéos. Voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées. Maintenant, quelques infos sur ce qui va arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines. On va continuer et finir la série sur le double avec le déplacement du volleyeur et la communication verbale et non verbale entre les joueurs. Je vais également vous poster 1 ou 2 matchs, officiels ou non en fonction de ce que j'aurai fait, avec les stats qui vont avec. Et en attendant la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez aller voir cette interview qui a été faite par Maxime de Beyond the Court pendant laquelle on parle pendant 1h30 de tactique et de mental sur le tennis amateur. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao.